L'Angleterre et la vie anglaise, par Alphonse Esquiros. Édition Hetzel, 1869. Deuxième chapitre. Les petits métiers de Londres. Première partie. Sommaire. Le monde des rues. Les revendeurs. Le marché de Billingsgate. La rue aux huîtres. Le marché de Covent Garden. La foire du samedi. Mœurs des marchands ambulants. Leur religion. La vie de l'un d'entre eux racontée par lui-même. Les Irlandais et les Irlandaises. Cheap Jack. Le bouquiniste errant. Henry Mayhew. Réforme sociale. Au nom de la Grande-Bretagne s'associe naturellement l'idée de richesse. Ces murs de bois, comme elle appelle ses vaisseaux, ne protègent pas seulement les côtes britanniques contre toute invasion étrangère. Ils enveloppent sur les mers les produits des contrées les plus lointaines et se les approprient en les couvrant du pavillon national. Des docks dont tous les trésors du monde savent le chemin, des fabriques où l'eau, le fer et le feu ne se reposent ni jour ni nuit, des palais de marchandises, des banques où l'or coule en ruisseaux sous les doigts des caissiers. Tout annonce la conquête du travail sur la matière. Ce n'est pourtant pas encore vers ce grand commerce, appuyé sur la navigation, sur des manufactures sans nombre, sur des mines dont l'anglais a ouvert et fouillé toutes les richesses, que me conduit pour le présent l'ordre naturel de ces essais. J'ai en vue une autre branche de trafic, plus obscure, mais très étendue, et qui se distribue entre les classes les plus humbles de la société anglaise. Si je m'attache d'abord aux zones inférieures de la vie sociale, c'est que là surtout se rencontre l'originalité de la race anglo-saxonne. Ceux qui passent des soirées du faubourg Saint-Germain ou de la chaussée d'Antin dans les cercles du West End ne font guère que changer de salon. Ce sont, à quelques nuances près, les mêmes usages. C'est souvent la même langue, car les Anglais d'une certaine éducation parlent volontiers français avec le français. Il n'en est plus de même dès qu'on descend vers les couches profondes de la société, ou, comme disent les géologues, vers la roche primitive. Jusqu'ici, l'histoire a oublié de nous dire comment les peuples vivent. Les rapports annuels du gouvernement anglais, si riches de détails sur quelques branches du grand commerce, se taisent, ou peu s'en faut, quand il s'agit des petits métiers de Londres. La seule enquête sérieuse sur la condition de ces humbles industries fut commencée en 1851 par M. Henry Mayhew. Note. London Labour and the London Poor. Cet ouvrage est resté malheureusement inachevé. Fin de la note. Le monde des rues, Street World, ainsi que l'appellent quelques économistes anglais, n'en présente pas moins depuis des siècles un théâtre de faits curieux, de mœurs particulières, des tribus plus ou moins nomades, qui méritaient mieux que le silence. Les petits métiers de Londres se divisent en trois groupes bien tranchés. Ceux qui vendent, ceux qui cherchent, ceux qui nettoient. Au groupe des vendeurs se rattachent les états utiles, tels que celui du marchand des rues. À la famille des chercheurs appartiennent les industries solitaires. Enfin, les nettoyeurs représentent ce qu'on pourrait nommer les métiers sociaux. À la tête des marchands qui vendent sur la voie publique se placent les costermongers. Primitivement, le costermonger, ou costarnmonger, était, comme l'indique son nom, un marchand de pommes. Mais il s'en faut de beaucoup que son commerce se trouve aujourd'hui limité à ce fruit d'hiver. Il vend toutes sortes de comestibles. Il me serait difficile d'atteindre à travers l'immensité de Londres les mouvements d'une armée flottante qui envahit les rues, les places, les carrefours, les sombres allées, s'il n'existait des points de repère et des lieux de rendez-vous. Pour étudier les mœurs des costermongers, choisissons tout de suite un des quartiers généraux où ils se réunissent à certains jours, ne fût-ce que pour quelques heures, et d'où ils rayonnent ensuite sur toute l'étendue de la métropole britannique. Ces centres de réunion sont les principaux marchés de Londres, tels que Billingsgate et Covent Garden Market. Sachant que le marché de Billingsgate ouvrait de très bonne heure, j'avais devancé, au mois de juin dernier, le lever du soleil. Londres dormait. Les clochers des églises se répondant les uns aux autres comme des sentinelles perdues dans l'air immobile et limpide du matin, proclamaient de leur voix de bronze 3h30. Je traversais le pont de Londres. En cet endroit, la Seine ne manquait point de majesté. Une partie du ciel était couleur d'opale, et la lune s'effaçait dans cette blancheur, tandis que l'autre côté du ciel se dorait déjà au premier feu du soleil levant. La ville, enveloppée dans l'aube matinale comme dans un vêtement, se déployait silencieuse des deux côtés de la Tamise. Les maisons qui bordaient le fleuve étaient endormies. Les vieux wharfs, quais, laissaient pendre du haut de leurs puissantes grues
des cornes et des chaînes désœuvrées. Au debout de l'horizon, Saint-Paul et la tour de Londres semblaient rêver dans une lumière nuageuse. La Tamise elle-même, que les Anglais appellent la rivière la plus affairée du monde, the busiest river in the world, la Tamise se reposait. N'étant point tourmentée à cette heure par le mouvement des penny boats, ces omnibus sur l'eau qui la traversent et l'agitent dans tous les sens durant la journée, elle coulait à sa guise, trouble, mais calme. Je n'avais jamais vu un tel prodige. Le pont de Londres sans foule, sans courant de voitures. Le matin de cette jeunesse du jour fraîche et embaumée est une heure inconnue à la plupart des habitants de la grande cité. Les rares passants se regardaient l'un l'autre d'un air étonné, et sur les bancs de pierre, appuyés de distance en distance aux deux parapets du pont de Londres, de pauvres filles, qui avaient peut-être dormi en plein air cette nuit-là, se cachaient la tête sous quelques haillons, comme si elles avaient honte de se présenter aux vierges rayons de l'aurore. Quand j'arrivai à la hauteur du Monument, note. Le Monument est une colonne élevée par Sir Christopher Wren, en commémoration du grand incendie de 1666 qui détruisit presque toute la ville depuis la tour de Londres jusqu'à Temple Church. Un assez beau bas-relief de Cibber représente le roi Charles II qui, entouré par la liberté, le génie et la science, donne des ordres pour qu'on reconstruise la cité. L'inscription accuse les catholiques d'avoir été les auteurs de l'incendie, mais Pope n'en croyait rien. Cette colonne, dit-il, qui se dresse vers le ciel comme un grand bravache, lève sa tête et ment. Fin de la note. Je découvris une file de petites voitures qui s'étendait dans toute la longueur de Fish Street Hill, la rue de la Colline aux Poissons, et qui se continuait dans les rues voisines, souvent même dans les passages les plus mystérieux et les plus étroits. Cette ligne uniforme n'était brisée çà et là que par de grosses charrettes à 2 chevaux d'un autre caractère, et qui devaient nécessairement se rattacher à une autre branche du même commerce. J'entrai dans Lower Thames Street. Les boutiques des poissonniers, qui le jour s'ouvrent toutes grandes sur la rue, sans porte ni fenêtre, étaient encore soigneusement fermées ce matin-là, dans leur enveloppe de bois, ou, comme me disait un Anglais, dans leur robe de nuit. Ces grands magasins n'étaient autrefois que des étages en plein vent, qui avec le temps sont devenus des maisons. Enfin, je me trouvais devant Billingsgate. Ce marché, bâti en briques avec des arches de fer, a plus de physionomie du côté de l'eau que du côté de la rue. Un assez joli clocheton, qui sert de cage à une horloge, est salué sur la Tamise par un groupe de mâts venus de Hartlepool, de Whitshable, de Harwich, de Great Grimsby, ainsi que des autres ports et des grandes pêcheries anglaises. Avant d'être un marché, Billingsgate était un port dans lequel les bateaux et les navires déchargeaient des poissons, des coquillages, du sel, des oignons et des fruits. Note. John Stow, historien et antiquaire, naquit vers 1525. Son plus célèbre ouvrage est intitulé « A Survey of London ». La première édition parut en 1598. Cet ouvrage est à la ville de Londres ce que les antiquités de Sauval sont à la ville de Paris, une histoire des rues et des monuments. Fin de la note. L'étymologie du nom de Billingsgate a beaucoup exercé la science des antiquaires anglais. Quelques-uns prétendent que Bélin, roi des Bretons, environ 400 ans avant Jésus-Christ, fit bâtir là une porte ou une écluse, Watergate, à laquelle il donna son nom, et que, ce roi étant mort, ses cendres furent placées au-dessus de l'édifice dans une sorte d'obélisque de pierre. Cette origine est aujourd'hui considérée comme fabuleuse. On croit généralement que le nom de Billingsgate dérive du nom de l'un des anciens propriétaires de ce quai. J'étais, d'ailleurs, plus curieux, je l'avoue, d'étudier l'histoire actuelle du marché que de m'aventurer dans les champs des antiquités de Londres. J'avais choisi un vendredi, le jour de la semaine où le marché de Billingsgate mérite le plus l'attention de l'observateur. Il y a pour cela une raison religieuse et une raison économique. Dans les plus pauvres quartiers de Londres résident un grand nombre d'Irlandais, qui mettent en pratique les commandements de l'Église romaine. D'un autre côté, les ouvriers anglais étant payés tous les samedis, se trouvent en général fort dépourvus d'argent l'avant-dernier jour de la semaine. Le poisson est ainsi recherché dans les rues le vendredi soir par ceux qui font un dîner maigre, et par ceux qui, selon les idées anglaises, sont contraints de faire un maigre dîner. Note. Dans les autres classes de la société, les Anglais ont conservé longtemps l'habitude de faire maigre à certains jours de la semaine. À première vue, on serait tenté de croire que cette pratique était une trace du catholicisme. J'ai pourtant trouvé un curieux acte du Parlement, édicté en 1563, sous le règne de la reine Élisabeth, et qui réfute cette opinion. L'acte défend en effet de vendre et de manger de la viande le mercredi et le samedi, sous peine d'une amende de 3 livres sterling. Mais pour qu'on ne se méprenne point sur les intentions de ce statut,
Il est dit que tout prédicateur annonçant en chair ou ailleurs que l'abstinence de la viande est utile à l'âme de l'homme et au service de Dieu sera frappé de peines sévères. Cette prohibition, n'ayant point de motif religieux, devait avoir un motif économique. En effet, l'acte ajoute que c'est pour soutenir l'homme de la marine et des pêcheries anglaises. Un autre statut de la fin du même règne limite au samedi la défense de manger de la chair. Mais, pour bien montrer que cette mesure est tout à fait étrangère au commandement de l'Église romaine, le même acte défend de vendre du poisson les mercredis et le samedi durant le carême. Fin de la note. Comme le marché n'était point encore ouvert, je me contentais d'examiner avec la foule des riches turbots, des saumons aux écailles nacrées, des merluches à la gueule béante qu'on déchargeait et qu'on empilait sur le wharf. Les peuples maritimes aiment le poisson, d'abord comme nourriture, ensuite comme objet d'art. Les poètes anglais ont donné à un ciel bleu rayé de nuages blancs le nom de ciel maquereau, mackerel sky. Une jeune poissonnière, voyant que j'observais le contraste entre les homards dans leur robe naturelle et les homards dans leur robe de cardinal, me dit en riant « C'est pour nous montrer comment devient beau après avoir bouilli dans la chaudière de la mort. » Ces poissons et ces crustacés, l'air frais du matin chargé d'une odeur marine, la palpitation des cordages du navire encore humide d'eau salée, tout rappelait les bords de l'océan. Pour compléter l'illusion, on entendait dans les rues voisines, dans les sombres passages, tels que celui de Dark House Lane, l'allée de la Maison Noire, le mugissement de la foule qui commençait à grossir et à s'agiter comme la voix des grandes eaux. Les 8 commissaires-priseurs, auctioneers, attachés au marché de Billingsgate, s'étaient réunis de 4 à 5 heures du matin, dans l'une des 3 principales tavernes, pour se consulter entre eux sur la quantité et la qualité des poissons qu'ils allaient mettre aux enchères. À 5 heures, ils se rendirent vers leurs places officielles, et la vente à la criée commença. Devant chaque loge, box, s'amoncelaient de moment en moment d'énormes corbeilles chargées des fruits de la mer, et connues sous le nom de doubles. Chaque double contient de 3 à 4 douzaines de poissons. Il n'est point permis aux amateurs d'examiner la marchandise dans les corbeilles avant d'enchérir. Jusqu'ici, le marché n'était guère suivi que par de gros poissonniers de Londres et par quelques riches Bunburys. Note. Les Bunburys, ou Bunmarys, sont des gens qui revendent le poisson en détail sur un étal. Les poissonniers en boutique, Regulars Fishmongers, formaient autrefois une des plus riches et des plus puissantes corporations de la cité. Ils se divisaient en 2 sociétés, les marchands de poissons de mer et les marchands de poissons d'eau douce. Ils sont maintenant réunis en une seule compagnie, dont le siège est dans Thames Street. Leur maison, Fishmongers Hall, est l'un des plus beaux monuments de Londres. Fin de la note. La foule des petits marchands se tenait à l'écart. Je ne parle d'ailleurs pas des saumons ni des truites, qui ne sont point soumis à l'épreuve humiliante de la criée. Ces aristocratiques poissons se vendent à tant la livre par voie de convention particulière, private contract. Quand les négociants connus sous le nom de Regular Fishmongers eurent cueilli la fleur du marché, il se fit un mouvement comme celui de la marée haute, ce que les Anglais appellent un rush. 6 heures venaient de sonner. C'est le moment où les marchands des rues, costers, entrent bravement en lice. Le théâtre des enchères fut bientôt assiégé par une multitude en grosses vestes de tire-laine et en casquettes. Le nombre des costers qui fréquentent la place de Billingsgate s'élève de 3 à 4 000 en hiver, de 2500 à 2800 en été. Ils achètent un tiers des poissons qui figurent sur le marché. Quelques branches de ce commerce sont même entièrement entre leurs mains. On m'a montré parmi eux un homme long, mince, graisseux, avec une cravate rouge et jaune autour du cou, qui achète 15 à 20 corbeilles, doubles, tous les matins. Ce Rothschild de la marée réside dans Somerstown. Il revend une grande partie de sa marchandise aux boutiques en plein vent, qui font frire le poisson dans les ruelles ou les allées de Londres. Le marché de Billingsgate était dans ce moment-là une Babel où régnait ce qu'on peut appeler la compétition des langues. Au-dessus du tumulte des voix s'élevaient les cris des vendeurs, salesmen, qui, montés sur des tables, un tablier blanc serré autour de la taille, dépassaient les têtes de la multitude et hurlaient les prix. Je fus frappé de l'air de réflexion qu'exprimaient alors les traits durs et grossiers des hommes, des femmes, même des jeunes filles qui suivaient les enchères. Cette gravité contrastait avec la scène de désordre et de confusion que présentait le marché. Des hommes, les porteurs, en jaquettes de toile, pliaient sous le poids de monstrueuses corbeilles entassées et s'ouvraient le passage à travers la foule en criant « Place, place! Move on, move on !»
La partie couverte du marché n'est pas le seul théâtre de la vente. Les habitués ont donné le nom de « rue aux huîtres » à la rangée de bateaux pêcheurs qui s'alignent, amarrés le long de l'édifice. Les mâts et les cordages tendus, le drapeau noir de ces bateaux se détachait dans le brouillard du matin qui jetait un voile sur la Tamise. La rue aux huîtres se trouve située très au-dessous du niveau du marché. On y descend par des échelles appuyées à un wharf flottant qui s'abaisse et qui s'élève avec la marée. Une vingtaine de bateaux étaient à l'ancre. On eût dit, à voir d'en haut leur pont chargé d'une multitude d'hommes et de femmes, que ces vaisseaux allaient sombrer. Les huîtres ne se crient point. Elles se vendent au boisseau pour un prix qu'on débat avec le salesman. Il y en a d'ailleurs de diverses qualités. Note. Les diverses espèces d'huîtres anglaises sont les perles natives, les jerseys, les old Bairleys et les communes. Une grande partie de ces coquillages se débite en détail dans les rues de Londres. Le marchand d'huîtres est un type. Debout avec son chapeau sur la tête devant une petite table chargée d'une poivrière et d'un flacon de vinaigre, il ouvre les précieux bivalves aux ouvriers. Fin de la note. Un homme dont on ne voit que le bonnet rouge paraître et disparaître ramasse avec une pelle les huîtres dans un fond du navire. Les autres les mesurent dans un boisseau, tandis que les marins, dans leur habit de guernesais, se tiennent assis sur les rebords du bateau en fumant avec nonchalance leur pipe matinale. L'acheteur ne peut emporter ses huîtres lui-même. Il faut qu'il les remette aux mains des commissionnaires, regular shoremen. Il y a aussi les moules et d'autres coquillages qu'on apporte au marché dans des sacs. Enfin, je découvris, à travers la brume, un groupe de bateaux aux flancs de chêne polis et dont la forme indiquait une origine hollandaise. C'étaient les bateaux d'anguilles. Ils étaient entourés de barques chargées d'acheteurs. À chaque demande, le maître du bateau, un Hollandais, plongeait une sorte de filet plat dans un réservoir et en ramenait un nœud d'anguille. Les habitués les examinaient avec attention et cherchaient à réduire les prix. Ce marché sur l'eau est une des scènes les plus intéressantes et les plus animées de la ville de Londres. Quand je repassais par le Billingsgate Market, la vente était à peu près terminée. Je ne vis plus dans les coins obscurs du marché et dans les rues voisines que des groupes occupés à diviser les lots de poissons. Les costers se cotisent entre eux le plus souvent pour faire face aux exigences de la criée et se partagent ensuite leurs achats dans des sacs et des corbeilles. Il était maintenant 9h30, l'heure du déjeuner. Laissant leur richesse du jour à la garde de Dieu et du policeman, les marchands des rues se dispersaient. Je suivis un grand nombre d'entre eux dans une maison bien connue des costers, Rodway's Coffee House. Là, un homme peut déjeuner pour 2 pence. J'entrai dans une grande salle entourée de tables, et où plus de 1500 personnes prenaient leur repas du matin. La réunion était taciturne. Tout annonçait sur les visages l'heure grave, silencieuse, celle qui précède la grande affaire de la vie pour les marchands des rues, la vente. Le peu de mots que je pus saisir n'était point anglais. J'en fis la remarque à l'un de mes voisins, celui dont la figure était la moins repoussante, et je lui demandai si par hasard ses compagnons n'étaient point étrangers. Il se mit à rire et me répondit « Entre nous, initiés, on parle slang. C'est un langage qui n'est ni compris des bourgeois, ni des policemen, ni des Irlandais. Et c'est bien heureux, car ces gens-là n'ont rien à voir dans nos affaires. » Le slang est un argot à la faveur duquel les costers s'entendent et s'avertissent entre eux dans les marchés, dans les public houses et dans la rue. Après le déjeuner, qui fut court, la foule des costermongers se dissémina dans les divers quartiers de Londres. Il était intéressant d'examiner leurs moyens de transport. Les plus pauvres avaient des voitures à bras qu'ils traînaient eux-mêmes. Le plus grand nombre avait une petite charrette avec un âne. Les plus favorisés de la fortune étaient à la tête d'un poney. Le harnachement de ces bêtes de somme variait selon la condition sociale des costers. Les unes étaient habillées avec goût et portaient des ornements de cuivre, de laine, de cuir verni. D'autres étaient attachées à la charrette par de misérables cordes. La meilleure intelligence semblait régner entre le maître et l'animal. Je vis plus d'un revendeur des rues partager avec son âne ou son poney le morceau de pain qu'il avait retranché de son déjeuner. Billingsgate Market est le centre des costermongers qui débitent le poisson à la classe ouvrière. Covent Garden Market est le rendez-vous de ceux qui promènent dans Londres les fruits et les légumes. Dans l'endroit où est aujourd'hui bâti le marché de Covent Garden, il y avait autrefois un grand jardin qui appartenait à l'abbaye de Westminster. Le même endroit, cher à Pomone, qui desservait jadis la table des moines, est maintenant chargé de pourvoir à la nourriture de cet ogre qu'on appelle Londres. C'est le samedi, à 6h du matin, qu'il faut visiter le marché de verdure, Green Market.
Comme le quartier est surtout habité par des artistes et par le monde des théâtres, je ne rencontrais aux fenêtres des maisons que des rideaux soigneusement baissés, ainsi que des paupières sur des yeux endormis. Tous ces gens qui sommeillent sont remplacés dans la rue par la vaillante et matinale population des campagnes, par les costermongers, qui ont envahi les abords du marché depuis Long Acre jusqu'au Strand, depuis Bow Street jusqu'à Bedford Street. Il y a lieu d'ailleurs d'admirer cette distribution du travail introduite par la vie sociale. Ceux qui approvisionnent les marchés et les rues de Londres veillent le matin pour ceux qui veilleront le soir. À mesure que vous avancez à travers les vagues de la foule, vous ne découvrez autour de vous que des pyramides de corbeilles chargées de fruits, des montagnes de légumes entassés sur des montagnes. De puissantes voitures, qui ont roulé toute la nuit, gémissent sous des murailles de choux dont une main savante a dirigé l'architecture. Ce n'est pas sans peine qu'on arrive au marché proprement dit de Covent Garden, qui a été bâti en 1828 par les soins du duc de Bedford. Une colonnade entoure à l'extérieur le bâtiment, qui est à peu près carré, et dans la profondeur duquel s'alignent des rues, des passages. Au-dessus de la principale entrée s'élèvent sur une terrasse 2 serres vitrées d'un style assez élégant dans lesquelles on conserve les fleurs délicates. Il n'y a point de crieurs comme au marché de Billingsgate, mais un long murmure, semblable au bourdonnement d'une immense ruche, se répand de distance en distance. Des hommes de tous les costumes, depuis le coster, dans ses grossiers vêtements de corduroy, velours à côte, jusqu'au fruitier, green grosseur, en tablier bleu, se succèdent dans ce jardin où la nature jette par monceaux toutes ses offrandes aux pieds de la civilisation. Le peuple des marchands se promène çà et là, l'œil fixé sur ces produits de la terre, le front chargé de réflexion et de calcul. Au milieu de tous ces mouvements passent d'athlétiques portefaix, avec des colonnes de corbeilles rondes sur la tête et de jeunes bouquetières chargées de violettes. Ces fleurs coupées ressemblent à la destinée de la marchande, fraîche et épanouie, mais sans riches racines dans la vie, et condamnée à courir les rues de Londres, où la beauté se flétrit vite. On calcule que 2000 hommes avec de petites voitures et 3000 femmes avec des éventaires visitent le marché de Covent Garden dans la matinée du samedi, surtout pendant l'été. Ces costers achètent environ 1/3 des fruits et des légumes. On ne leur fait point de crédit, car les salesmen les considèrent comme des pratiques glissantes. Aujourd'hui ici, demain là. Le marché et les rues voisines se montraient couverts, on était au mois de juillet, de petits pois, de fraises, de framboises et d'herbes aromatiques dont l'odeur faisait songer à la campagne. Il n'y manquait que le chant des oiseaux. Il faut d'ailleurs se dire que toutes les îles britanniques, la Belgique, la Hollande, la France, et même les contrées du Midi avaient contribué à la richesse du marché en faisant honneur de leurs produits à la cité reine, Queen City. Une grande partie de ces fruits et de ces légumes avait passé la mer. À l'angle nord-ouest du marché, depuis le coin de Queen Street jusqu'à l'entrée de la Grande Avenue, s'étendait un parterre de fleurs en pot. Ces fleurs communes, mais qui en valent bien d'autres, roses, géraniums, œillets, résédas, étaient destinées en grande partie à courir les rues de Londres sur de petites charrettes. Les costers les échangent contre de l'argent, quelquefois même pour de vieux habits, dans les plus pauvres quartiers de la ville, dans les allées sans air et sans soleil où ces fleurs, exposées sur le rebord d'une fenêtre terne, servent du moins à rappeler l'idée de la nature. La Sémiramis de ces jardins suspendus est le plus souvent une ouvrière occupée à des travaux d'aiguille. Les moralistes anglais parlent volontiers du développement qu'a pris, depuis ces dernières années, le commerce des fleurs en pot dans les quartiers populeux. Ils s'appuient sur le témoignage d'un mendiant qui disait « Je ne crains point de frapper à la porte d'une maison quand j'ai vu un pot de fleurs à la fenêtre. Je suis sûr qu'il y a là une bonne âme, et comme un parfum de charité. » Sous les arcades de la place qui encadre le marché se passait une autre scène intéressante. À quelques-uns des piliers, larges et bas, s'adossaient des cafés en plein vent, coffee stalls. De monstrueux vases de fer blanc, tin cans, versaient à tout venant la liqueur noire et fumante, tandis que d'énormes piles de morceaux de pain beurré, entassés sur des planches, défrayaient les appétits aiguisés par l'air matinal. Ces cafés se trouvent protégés contre la bise, surtout en hiver, par des paravents et des draps jetés sur des couvertures. Dans ces parlors improvisés, les habitants déjeunent sur des chaises et des bancs. Cependant, Londres a faim. Il est de 9h à 10h. Dans toutes les rues qui avoisinent le marché, la procession de petites voitures se met en marche, et jusque sur les degrés des édifices publics ou des théâtres, vous rencontrez des jeunes filles, pieds nus, gravement occupées à diviser en petites bottes
penny bundles, les légumes achetés à Covent Garden. Elles sont venues de loin, avec quelques petites monnaies nouées dans un coin de leur châle. Il leur faudra encore marcher bien des milles à travers les cruelles rues de Londres, pénétrer dans les allées les plus obscures, heureuses si au bout de la journée, elles recueillent quelques profits. On a vu que le grand marché aux poissons avait lieu le vendredi, à Billingsgate, parce que c'était le jour où les fonds étaient le plus bas dans les ménages de la classe ouvrière. Le principal marché aux légumes se tient le samedi, dans Covent Garden, pour une raison toute différente. Le samedi soir, l'ouvrier anglais reçoit son argent, le fruit du travail de la semaine. C'est aussi le moment de faire ses provisions. Il est curieux de visiter alors certaines rues larges et populeuses du vieux Londres, telles que par exemple Whitechapel Road. C'est plutôt une foire qu'un marché. Des centaines et des centaines de petites boutiques en plein vent, stalls, s'alignent des deux côtés de la rue, et chacune de ces boutiques a au moins une lumière. Les chandelles qui brûlent dans une lanterne de papier, les globes ronds et éblouissants des marchands de thé, les becs de gaz qui jettent des torrents de flammes libres et vacillantes sur les étalages des bouchers et qui colorent à distance l'atmosphère d'une teinte rougeâtre, comme celle d'une aurore boréale. La confusion des cris, les mouvements heurtés de la foule, l'encombrement des voitures à bras qui cherchent à s'ouvrir un passage à travers la mêlée, tout donne un caractère étrange à cette scène de nuit, devant laquelle on voudrait voir ressusciter le vieux peintre Hogarth, un crayon et un cahier d'esquisse à la main. Il nous sera maintenant plus facile de nous faire une idée générale de la classe des costermongers de Londres, que l'on évalue à 40 000 personnes, hommes, femmes et enfants. Les uns sont stationnaires, les autres nomades. Ceux qui se fixent sur certaines localités sont désignés par le nom de stallmongers, ceux qui errent par le nom de itinerant dealers. Il y a dans cette dernière famille des enfants légitimes et des enfants illégitimes. Les légitimes, il ne s'agit pas bien entendu ici de la naissance, sont les regular costers, qui vendent toutes sortes de poissons, de légumes et de fruits indigènes. Les illégitimes sont ceux qui promènent dans Londres des oranges, des marrons, des amandes d'Espagne, des noix de coco. Note. Le marché des fruits exotiques se tient dans Duke's Place. Fin de la note. Ce sont aussi les marchands de cressons de fontaine, de sprats, sorte de sardines fraîches, et de periwinkles, coquillages de mer. Rien n'égale le sublime dédain que professent les regular costers pour ces branches abattardies du commerce des rues. Plutôt que de descendre à de telles indignités, ils aimeraient mieux mourir de faim. La saison des oranges est appelée par eux avec ironie la moisson des Irlandais. Là se cache, en effet, la racine du préjugé curieux qui règne dans une certaine classe contre les fruits exotiques et parfumés. La vente des oranges sur la voie publique est presque tout entière dans la main des Irlandais, celle des noix de coco en partie dans la main des Juifs. Le monde des rues se compose de 3 éléments qui, d'ailleurs, ne tardent point à se confondre. Il y a ceux qui y sont nés, ceux qui y ont été portés par inclination, ceux enfin qui y ont été entraînés par les circonstances. Les vrais costermongers se mêlent peu aux autres classes de la population. Il en résulte qu'ils tiennent fortement à leurs usages et à leur manière de vivre. Cette nombreuse famille tend encore à s'accroître avec la dureté des temps. Les chômages trop fréquents dans certaines branches de l'industrie et les années de disette exercent une très grande influence sur le développement de la vente dans les rues. Lors de la famine qui désola l'Irlande, il y a une 12aine d'années, la population flottante des marchands irlandais sur la voie publique se trouva presque doublée. Une autre cause, celle-ci naturelle et beaucoup moins affligeante, qui concourt à grossir d'année en année le groupe des street dealers, c'est le grand nombre d'enfants qui embrassent de très bonne heure l'état de leur père. Les vendeurs des rues forment une famille sociale très ancienne, chez laquelle on distingue des transmissions héréditaires. Note. Une vieille femme qui occupait un stall dans Whitecross Street avait 14 enfants qui tous, et dès l'âge le plus tendre, pratiquaient la vente dans les rues. Quelques-uns d'entre eux moururent, mais les autres eurent de nombreuses familles qui toutes exercèrent le même commerce. Cela forma bientôt 3 générations qui cherchaient leur vie sur le pavé de Londres. Fin de la note. Le commerce errant a précédé le commerce fixe. Ce ne sont pas les marchands nomades qui sont nouveaux, ce sont les boutiquiers. Les auteurs comiques ont emprunté aux costermongers du vieux temps 1 ou 2 types qu'ils ont introduits sur la scène anglaise. Au point de vue économique, cette classe mérite de fixer notre attention. Pauvres eux-mêmes, les costers sont les pourvoyeurs du pauvre. Ces utiles intermédiaires ajoutent une valeur aux objets produits, en les distribuant et en épargnant le temps des petits consommateurs. Depuis quelques années pourtant,
les street dealers de Londres se considèrent comme une classe persécutée. Leurs tribus errantes sont chassées par la police de la cité, à peu près de la même manière que les peaux-rouges se virent traqués en Amérique par les émigrants. La croisade contre les marchands de pommes, la guerre aux corbeilles et aux petites voitures, tel est l'événement qui, bien plus que la guerre de Crimée et la guerre d'Italie, agite les esprits d'une population nombreuse. C'est néanmoins cette famille proscrite, malheureuse, trop souvent dégradée, qui soutient la prospérité des grands marchés de Londres. On évalue à plus de 200 000 livres sterling par an la valeur du poisson et des fruits qui se vendent dans les rues de Londres par l'entremise de ces mains obscures. La situation précaire et menacée des costermongers, l'importance de leurs transactions commerciales, l'opiniâtreté virile avec laquelle ils soutiennent ce combat de la vie qui finit tous les soirs pour recommencer tous les matins, les services réels qu'ils rendent à la classe ouvrière, tout concourt à faire du caractère et des mœurs de ces marchands des rues un intéressant sujet d'étude. Les costermongers de la ville de Londres appartiennent à deux races distinctes, les Anglais et les Irlandais. Note. Il n'y a point parmi eux d'Écossais, ni d'originaires du pays de Galles. Ces fiers montagnards ont sans doute de la répugnance pour le petit commerce ambulant. Fin de la note. Les costermongers anglais logent au fond des cours et des allées, dans le voisinage des divers marchés de Londres. Ces localités, dans lesquelles s'est établie une colonie de vendeurs des rues, sont désignées par eux-mêmes sous le nom de Coster District. Leur domicile consiste le plus souvent en une chambre dans laquelle ils préparent à l'eau bouillante les coquillages, fument les sprattes, traitent les oranges à la vapeur. Note. Cette pratique augmente le volume des fruits exotiques, mais elle les dépouille de leur arôme. Fin de la note. Font la toilette des pommes et dorment tous ensemble, hommes, femmes, enfants. Un tel foyer présente, on le conçoit, peu d'attrait. Aussi, le chez-soi pour eux, c'est la rue, le beer shop et le marché. On calcule qu'un tiers seulement des costermongers trafiquent sur un capital qui lui appartienne. Les uns empruntent l'argent destiné à acheter la marchandise du jour, d'autres empruntent cette marchandise elle-même. Il y en a qui empruntent leur corbeille, leur éventaire, leur voiture à bras ou à âne. Et il y en a même qui empruntent les poids et les mesures. L'intérêt de l'argent prêté s'élève en moyenne jusqu'à 20% par semaine. Note. Quelques-uns des costermongers empruntent même sur le pied de 10% par jour. Fin de la note. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que cet impôt inique ne tombe pas seulement sur les vendeurs des rues, mais encore sur les classes pauvres, auxquelles les costers fournissent des provisions de bouche. L'alimentation publique se trouve ainsi en grande partie tributaire des usuriers. Prise en masse, la catégorie des marchands nomades constitue une classe ignorante. Il y en a environ 1 sur 10 qui sait lire. À peine l'enfant est-il capable de marcher qu'il suit la charrette de son père ou de sa mère. Ces enfants vieillissent vite. À 7 ans, ce sont des hommes d'affaires. On s'étonne de trouver chez eux, à côté des plus profondes ténèbres, une grande finesse d'esprit, du jugement et une merveilleuse pratique du commerce dans une certaine ligne. Les costermongers anglais ne professent guère le culte de l'Église établie, ni d'aucune autre secte. Il ne faudrait point en conclure qu'ils fussent étrangers à tout sentiment religieux. Ce qui les touche le plus dans l'Évangile, qu'ils connaissent d'ailleurs assez mal, c'est l'histoire de Jésus-Christ nourrissant beaucoup de pauvres peuples et donnant à chacun du pain avec un morceau de poisson. Cela prouve, ajoute-t-il naïvement, que c'était un bien brave gentleman. Les filles bénissent Dieu pour un beau jour et pour les sprattes qu'elles disent être un présent du ciel envoyé aux pauvres gens. Vers 1850, les marchands des rues étaient presque tous chartistes. Mais ce que j'ai pu découvrir de plus distinct dans leurs opinions politiques du moment, c'est la haine des règlements administratifs qui les concernent. Pour eux, le gouvernement se personnifie dans le policeman et le Lord Mayor de Londres. Les itinerant costermongers suivent, dans leurs courses à travers la ville, un cercle tracé dont ils ne s'écartent guère. En général, ils recherchent les allées noires et les quartiers pauvres. C'est là qu'ils font le plus d'affaires. Ils accomplissent, outre leur tournée régulière, des rondes de hasard, qui consistent à visiter les quartiers de la ville en dehors de leur circonscription, mais où ils espèrent trouver des chalands, customers. Enfin, la plupart d'entre eux éprouvent de temps en temps le besoin de changer d'air. Ils s'aventurent alors dans les campagnes. Ces excursions, country rounds, durent quelquefois des semaines et des mois entiers. On en a vu qui finissaient jusqu'à 100 000 en s'éloignant de Londres. Comme toutes les classes errantes, les costermongers se tiennent à la vie amère, pénible, laborieuse qu'ils mènent.
et cela par des attaches qu'il est impossible de briser. Il y a quelques années, un homme de lettres, frappé des luttes héroïques auxquelles se livrait chaque jour une jeune marchande des rues dans la ville de Londres pour nourrir sa mère, prit cette fille chez lui comme servante. La transition fut pénible pour l'oiseau hier libre, aujourd'hui en cage. Comme, toute jeune, elle avait marché nu-pied par les rues, la chaussure était un tourment pour cette pauvre créature. Le soir, quand elle avait fini son service, elle demandait à prendre quelques récréations. Cela voulait dire ôter ses souliers. Les bons soins, les avantages d'une vie confortable, le réconcilièrent pour quelque temps avec la captivité. Mais un jour, elle entendit dire que les Spratt étaient revenus dans le marché. À cette nouvelle, son cœur bondit, comme s'il y avait dans ce poisson une influence magique, un talisman. Elle demanda à ses maîtres, en les remerciant, la permission de retourner dans la rue. Les profits des costermongers sont d'ordinaire assez minces et sont soumis à des chances désastreuses. Les marchandes de cressons, d'oranges, d'oignons, de pommes et de poissons frits, qui généralement portent leurs denrées dans une corbeille, gagnent en moyenne 2 à 3 pence par jour. Les vendeuses de plantes jardinières, de fleurs, de fruits et de poissons frais récoltent environ 10 pence de bénéfices. Encore faut-il déduire de ce faible gain, dans plus d'un cas, les pertes résultant de la marchandise qui se gâte. Il y a pourtant des street dealers qui s'élèvent au-dessus de la misère à force d'énergie et de tempérance. Par malheur, cette dernière vertu n'est guère du nombre de celles qui courent les rues de Londres. Le révérend W. Rogers, dans une lecture à laquelle j'assistais il y a 2 ans à la Society of Arts, attribuait la grande détresse des street dealers plutôt encore à l'imprévoyance et à la dissipation qu'à l'insuffisance, d'ailleurs notoire, des profits. Il citait à l'avis de son opinion une anecdote qui excita la bonne humeur de l'auditoire. Un jour qu'il visitait une maison de sa paroisse, dans un quartier pauvre, il entendit en montant l'escalier une voix qui chantait au premier étage. Frappé de l'accent joyeux de ses chants, qui contrastait avec la figure sinistre des lieux, il entra dans la chambre en faisant des excuses. Là se trouvait un petit homme à l'air satisfait, entouré d'une corbeille d'excellents fruits, qu'il était en train d'arranger avec une certaine coquetterie. « Vous me paraissez heureux ?» dit M. Rogers. « Oui, monsieur, je le suis », répondit avec un cœur léger le locataire de la chambre. « Dieu a été bon pour moi. »« Que vous est donc-t-il arrivé ?»« J'ai perdu ma vieille femme, et depuis qu'il a plu à Dieu de me la prendre, j'ai toujours été un heureux homme. » Il ajouta en montrant ses richesses. « Vous voyez ces fruits ? Tout cela est ma marchandise et ma propriété. J'ai déjà épargné 20 livres, et mon intention est d'acheter cet été une charrette et un poney pour mener les choses dans le grand style. »« À la bonne heure. Mais qu'est-ce que tout cela peut bien avoir à faire avec la mort de votre femme ?»« Tout, monsieur, car elle buvait et me ruinait. Il y a 1 an et demi, je n'avais point de meubles. Je n'avais pas même un lit pour y dormir. Maintenant, vous voyez comme je suis. Dieu vous bénisse, monsieur. Si je vais encore du même train pendant quelque temps, je deviendrai bien un gentleman. » C'est surtout de la bouche des costermongers eux-mêmes que je tenais à recueillir quelques renseignements sur leur vie. L'un d'eux, homme intelligent et ouvert, m'avait donné rendez-vous le lundi soir dans une taverne connue sous le nom de Mahogany Bar. Un assez mauvais endroit, je l'avoue, où se réunissent des marchands et des marchandes nomades pour entendre de la musique. Son histoire, qu'il me conta dans les intervalles du concert, était à quelques variantes près celle de tous les vendeurs des rues. « Je ne sais point, me dit-il, quand ni où je suis né. Après tout, cela ne m'avancerait à rien de le connaître. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous étions 3 frères et 2 sœurs, qui tous battaient le pavé de Londres pour placer de la marchandise. N'allez pas, d'ailleurs, croire que cela coûte beaucoup pour établir un enfant. Il suffit quelquefois d'un boisseau de pommes de terre. Nous rapportions le soir à nos parents tout ce que nous gagnions pendant la journée. La plus malheureuse, et celle que j'aimais le mieux, était ma plus jeune sœur. À 7 ans, elle portait déjà du cresson dans une corbeille. Je n'appelle pas cela un moyen d'existence. C'est une voie plus lente pour mourir de faim. Plus d'une nuit, elle n'osa point rentrer à la maison parce qu'elle n'avait point ramassé les quelques sous que l'on exigeait d'elle pour sa nourriture et son entretien. Dieu sait pourtant que la pauvre petite n'était point délicate et ne coûtait pas cher à nourrir. Un jour, je la rencontrai ramassant dans une cour à peu près déserte un morceau de pain que les servantes avaient jeté, sans doute pour les oiseaux. « Bah, me dit-elle en souriant, je puis bien le manger, puisque les oiseaux le mangent. Ce n'est point voler, n'est-ce pas, que de prendre quelques miettes à des créatures qui ont des ailes et qui peuvent aller butiner dans les champs de blé sans crainte des policemen. Étant l'aîné,
J'accompagnais le plus souvent mon père dans ses rondes. C'est lui qui m'a instruit. Je n'ai jamais appris à lire ni à écrire. Mon école a été la rue et le marché. Il est vrai qu'avec des yeux et des oreilles, on y devient savant aux choses de la vie. Ma vie n'était pourtant pas des plus douces. L'été, il fallait être sur pied dès 4 heures du matin. Comme j'avais à peu près 13 ans et que je sentais pousser mes ailes, je fus pris du mal de la liberté. C'est un âge critique parmi les enfants de notre classe. Un jour, je me querellais avec mon père et je quittais le nid de Chouka où vivait ma famille. Après tout, mon père en fut fâché, car dans nos courses par la ville, ma jeune voix perçante se faisait mieux entendre dans le concert des cris de Londres que la voix mâle et usée de celui qui m'avait élevé, un peu durement je l'avoue, mais le pauvre homme était dur pour lui-même. J'empruntais 6 shillings et une voiture. C'était assez pour faire mon chemin dans le monde. Je n'avais ni or ni argent, mais j'avais de l'airain. Note. Expression anglaise qui revient à dire « j'avais de l'aplomb, de l'entre-gens ». Fin de la note. Il n'y a rien de tel que d'avoir du sang de marchand dans les veines. Ceux qui ne sont pas nés dans le métier ne font jamais que de tristes costermongers. Sur le marché, ils ne savent point risquer un prix, ils n'ont point confiance dans la fortune, ni dans eux-mêmes. Vers 16 ans, je commençais à m'ennuyer de la vie solitaire, et l'idée me vint de prendre une femme. Je me rendis un soir dans une salle de danse où je savais que s'arrangeaient les affaires de cœur. Là, je rencontrais beaucoup de jeunes filles qui ramassaient leur pain sur le pavé de Londres en vendant, selon la saison, des oranges, des pommes ou des violettes. C'est une justice à leur rendre que nos sœurs... Note. Le mot anglais était « our females ». Fin de la note. Sont généralement saines, robustes et avenantes. L'une d'entre elles fixa surtout mon attention. Ses jupons qu'elle portait très courts, selon l'habitude, laissaient voir la cheville et de jolies bottines. Or, vous savez peut-être que nous autres costermongers nous tenons beaucoup à la chaussure. Un autre eût sans doute trouvé qu'elle avait la voix un peu rauque, mais comme cela prouvait qu'elle avait bravement crié dans les rues, ce défaut, si c'en est un, me parut une qualité. Pour le reste, elle était blonde, avec de fraîches couleurs, et pouvait avoir 2 ans de plus que moi. Je lui offris quelques rafraîchissements, et lui proposai de la reconduire chez elle en portant sa corbeille. Comme la corbeille était légère, elle y consentit. Nous étions mariés, autant du moins que se marient la plupart des jeunes costermongers. Note. Sur 10 couples, il y a environ 1 dont l'union est confirmée par les cérémonies légales et religieuses. Fin de la note. Nous louâmes une chambre garnie pour 4 shillings par semaine. Pendant la journée, je vendais de mon côté et ma femme du sien. Le soir, nous allions souvent dans les salles de danse, les concerts à un penny et les théâtres tels que le Surrey, la Victoria, quelquefois même l'Atsley's Théâtre. Nous autres costermongers, nous aimons beaucoup les divertissements. La vie des rues est si morne, si affairée, si laborieuse, que nous cherchons à nous distraire dans l'occasion. Le théâtre est une belle chose. Je trouve seulement qu'on y parle trop, et qu'on n'y agit point assez. Je ne sais point si vous êtes de mon avis, mais il me semble que Shakespeare gagnerait à être raccourci de moitié. Hamlet, par exemple, que j'ai vu jouer plusieurs fois, serait mieux apprécié. Je parle, selon les idées de notre classe, si les acteurs le réduisaient aux apparitions du fantôme, à la scène des funérailles et au duel qui termine le drame. J'aimerais aussi beaucoup mieux Macbeth si l'on ne jouait que la scène des sorcières et la bataille. En fait de comique, j'adore Cruikshank. Note. Cruikshank n'est point un auteur comique, mais les vendeurs des rues ont vu de cet artiste des caricatures très amusantes, et par une singulière confusion d'idées, ils lui attribuent tout ce qui les fait rire. Fin de la note. Si vous connaissez des directeurs de théâtre, vous devriez leur conseiller d'introduire plus souvent dans leurs représentations des scènes de lutteurs. L'homme a fait l'intelligence, mais Dieu a créé la force. Sans combattre, on le pense bien, des idées littéraires du brave costermonger, je cherchais à le ramener doucement vers l'histoire de sa vie. Il continua. Notre petit commerce prospéra. Ma femme, je le dis sans la flatter puisqu'elle est morte, était le modèle des femmes de sa classe. Elle tenait notre chambre propre et avait autant d'industrie que de courage. En général, nos femmes valent mieux que nous. Elles ne jouent pas. Le jeu nous perd. C'est un vice que nous autres, les enfants de la rue, avons contracté avec le sang. Note. C'est surtout dans les low public houses que les costermongers se livrent aux jeux de cartes. Ils y sont généralement très habiles. Outre ceux qui tiennent les cartes, il y a ceux qui parient. Des pence, quelquefois même des shillings, se trouvent ainsi gagnés, ou perdus. Fin de la note. Elles sont aussi plus fidèles que les hommes,
Et si elles se montrent coquettes dans leurs vêtements, c'est pour plaire à celui qu'elles considèrent comme leur mari. Je n'aurais pourtant pas été un vrai costermongers si le feu de la jalousie n'avait pas brûlé dans mes veines. Une femme de la rue, c'est comme un bouquet de violettes. On craint toujours qu'elle ne passe de main en main. Ce sentiment me rendit quelquefois injuste envers elle. J'ai toujours cru qu'il était lâche pour un homme de battre une femme. Mais il y avait des jours où c'était plus fort que moi. Les jours où je n'étais point tout à fait sobre. Et je levais alors la main plus haut que je n'aurais voulu. Non sans regretter, le lendemain, ces mauvais traitements. Je vous dis le bien comme le mal. Si pourtant vous écrivez ma vie, je vous engage à ne point parler de cela. Nous eûmes 3 enfants, les enfants du hasard, Chance Children, comme on les appelle quelquefois. Mais c'est un tort et une erreur de langage, car ces enfants, je les ai reconnus. La plupart de mes camarades en font autant. J'élevais mes 2 fils et ma fille à vendre dans les rues, comme on m'avait élevé moi-même. Ils sont maintenant établis, de sorte que, quand je les rencontre au marché ou dans les rues de Londres, je n'ai point de reproche à me faire. Il n'est rien qui me rende le cœur léger comme d'avoir accompli son devoir. Mon ambition serait maintenant de louer une boutique de fruitier. Quelques-uns de mes camarades qui ont roulé leur charrette sur le pavé de Londres se sont élevés sous mes yeux à cette position sociale. Aujourd'hui, ce sont des électeurs. Je dois leur rendre cette justice, qu'ils ne m'ont point tourné le dos dans la prospérité et qu'ils sont restés les amis de leurs anciens camarades, les pauvres diables de costermongers. Je serais déjà parvenu moi-même à me poser dans le monde des boutiquiers, n'étaient les rigueurs de la police. Vous n'êtes point sans avoir entendu dire que nous avions une lutte à soutenir avec l'autorité. Un de mes amis qui sait lire, chose assez rare parmi nous, a lu ces jours-ci dans le Reynolds Newspaper que notre extermination était résolue en principe. Le dernier Lord Maire de Londres, M. Robert Carden, nous avait déjà déclaré une rude guerre, car vous n'ignorez pas que le Lord Maire est le roi dans la cité, et que la cité est un des meilleurs endroits de Londres pour la vente des rues. Lors de l'avènement du nouveau maire, nous espérions tous être traités avec plus d'indulgence. Hélas, notre attente a été déçue. Vous avez sans doute vu dans les journaux l'histoire de Marianne Donovan. Note. Jeune marchande de 18 ans, condamnée à 14 jours de prison. Cette sentence a donné lieu dans la presse anglaise à une polémique très vive. J'ai dû me faire ici l'écho des plaintes qu'élève à ce sujet le commerce des rues de Londres, sans entrer dans les considérations d'édilité publique qui ont motivé cette mesure et d'autres semblables. Fin de la note. Je n'aime point les Irlandaises, et je considère celles qui poursuivent les passants avec des peignes dans la main comme faisant un triste métier. Mais que voulez-vous que devienne une pauvre fille ? Il faut déjà qu'elle vende, ou qu'elle vole. On nous reproche d'encombrer les rues avec nos petites charrettes, comme si les voitures et les carrosses qui stationnent le long du trottoir ne gênaient pas aussi la circulation. Et puis voyez comme les pouvoirs se contredisent entre eux. Quand, par la suite de maladies ou par tout autre accident, nous sommes tombés dans le workhouse, la paroisse nous fournit volontiers une voiture et quelques marchandises pour nous remettre sur pied. Mais à quoi bon, je vous le demande, puisque la police nous empêche de vendre, et trop souvent on saisit d'une main ce qui nous a été donné par l'autre main. C'est mal agir, vous en conviendrez, envers de pauvres gens qui sont la vie et la providence des grands marchés de Londres. Je ne croirais jamais que l'initiative de telles mesures vienne du Lord Maire, qui ne doit pas être un méchant homme, car il aime les sprattes. Je dois seulement dire qu'il les mange dans la saison des fendus. Les vrais auteurs du système tracassier auquel nous sommes soumis sont les boutiquiers de la cité, lesquels se montrent jaloux parce qu'ils ne peuvent vendre à aussi bon marché que les petites voitures. Et pourtant nous ne leur faisons pas de tort. Ils servent le gentleman, nous servons l'ouvrier. Par bonheur, nous sommes de la race du juif errant. Chassés d'ici, de là, on nous retrouve partout et toujours, en dépit de la pluie, du vent et de la police. La maxime de nos pères, celle que nous apprenons à nos enfants est celle-ci. Tais-toi et marche. La vie des costermongers irlandais présente avec celle des costermongers anglais, dont ce naïf récit a pu donner une idée, d'assez nombreux contrastes et quelques traits de ressemblance. Je ne m'arrêterai qu'aux contrastes. Dans presque tous les pauvres quartiers de Londres, on rencontre des nids d'Irlandais. Mais je choisirais surtout Rosemary Lane comme un des points les plus curieux sur lesquels cette population de l'île Sœur, Sister Island, s'est agglomérée. Des cours et des ruelles qui se ramifient de distance en distance forment un véritable labyrinthe d'allées borgnes. Les maisons se rapprochent tellement des maisons auxquelles elles font face que d'un côté à l'autre de la rue, les voisins peuvent se parler de leurs fenêtres.
Les habitants de ces colonies irlandaises ont l'habitude de se rassembler avec leurs corbeilles et de deviser entre eux au tomber du jour. À chaque entrée des cours obscures et tristes se tient un groupe de femmes et de jeunes filles nonchalamment appuyées au mur. Contrairement à l'usage des Anglaises, elles ont en général la tête nue et leurs cheveux d'un blond de lin pendent en désordre sur leurs épaules. Presque toutes ont un gros châle croisé devant la poitrine et sous lequel se cachent leurs mains. Les Irlandaises qui vendent dans les rues sont en général plus chastes que les Anglaises nomades et ne forment guère d'union que la cérémonie du mariage n'est consacrée. Un trait malheureusement caractéristique de leur race, c'est l'absence de dignité. La plupart d'entre elles descendent volontiers du rôle de marchande à celui de mendiante. Elles implorent alors la charité avec une éloquence qui n'appartient qu'aux filles de la malheureuse Erin. Les costermongers irlandais, hommes et femmes, se recherchent entre eux. Ils ne se mêlent point aux costers anglais, qui les méprisent et les considèrent comme des intrus, intruders. Grâce à cette manière de vivre séparée, ils conservent au sein de la ville de Londres leurs habitudes nationales, leur langue et leurs mœurs. Cet isolement n'a fait que raffermir les liens de fraternité entre les membres d'une famille qui se regardent comme étrangères sur les bords de la Tamise, ainsi que les Hébreux sur les fleuves de Babylone. Les Irlandais et les Irlandaises ont rarement recours aux usuriers. Un pauvre Frisch street seller a-t-il besoin de 5 shillings ? Il emprunte cette somme à l'un des frères plus heureux qui demeurent dans la même cour. Ce prêt n'est chargé d'aucun intérêt. En tout, les costers irlandais s'entraident volontiers. C'est la loi du patriotisme. En cas de maladie, on met un objet en loterie, raffle, au bénéfice du membre souffrant de la colonie. L'un d'eux, ruiné par quelque accident, entre-t-il dans un workhouse ? Ses amis ne le perdent point de vue. Vient-il à mourir ? On réclame d'ordinaire sa dépouille mortelle, et l'on célèbre à frais communs la cérémonie des funérailles. Tout cela a fait dire qu'il existait parmi les Irlandais un contrat de famille. Les costermongers irlandais colportent en général des marchandises de rebut qu'ils cèdent à vil prix. Les poissons, notamment les harengs, qui ne conviennent même plus aux petites voitures, sont encore bons pour être débités dans les corbeilles par la main des Irlandaises à la lumière de la chandelle. Il y a en effet un art d'éclairer le hareng et de lui redonner les nuances argentées de la fraîcheur. Comme je rôdais un soir à l'une des entrées de Rosemary Lane, je vis une vieille Irlandaise entre deux filles aux cheveux noirs luisants, aux grands yeux gris frangés de longs cils, aux jupons courts et aux pieds nus. Les Irlandaises parlent volontiers avec les étrangers, surtout avec les Français, qu'elles considèrent comme bons catholiques. Elle m'apprit qu'elle et sa famille avaient été chassées de l'Irlande par une famine. Jeune alors, elle s'était bien vite faite à la vie des rues de Londres, car c'est un des caractères de cette race, naturellement dure, que de s'accommoder tout de suite à toutes les dures conditions. Ces deux grandes filles brunes vendaient de leur côté, et elle du sien. Seulement, l'argent gagné était confondu dans une bourse commune. Elle ne se plaignait point trop du commerce, mais elle regrettait le beau temps du choléra. Alors, grâce à la panique, un mot du reste qu'elle ne comprenait pas, les plus beaux fruits, les melons, les ananas, West Indian pineapples, couraient les rues de Londres. « Je ne veux de mal à personne, » ajoutait-elle. « Mais si le choléra revenait, ce serait un grand bienfait de la Providence pour les gens de notre classe. » Les costermongers représentent la branche la plus importante du commerce des rues. Il faut pourtant leur adjoindre les hawkers et les peddlars. Les hawkers sont ceux qui crient sur la voie publique toutes sortes de marchandises. Ils forment une classe très ancienne et qui jouissait, je dois le dire, dans le vieux temps, d'une assez mauvaise réputation. Le nom de hawker vient du mot anglais hawk, faucon. On a cru sans doute trouver quelque analogie entre leur vie errante et celle des anciens fauconniers, hawkers, qui allaient chassant leur gibier çà et là. Les peddlars, eux, sont des colporteurs qui voyagent à pied dans la campagne ou dans les faubourgs de Londres. Ils n'annoncent point à haute voix leurs marchandises, mais ils visitent les maisons qui se rencontrent sur leur chemin. Parmi les hawkers, il y en a qui crient dans les rues le produit de leur travail. À la fois ouvriers et marchands, ils ont supprimé ce que les économistes appellent l'intermédiaire. De ce nombre sont surtout les vendeurs de jouets d'enfants. Les autres donnent une valeur de circulation à des objets confectionnés par d'autres mains. Ils vendent tout, des objets d'art, des almanachs, des portefeuilles, des puzzles. Note. Sorte d'énigme ou de charade. Fin de la note. Des épices, des coquillages plus ou moins rares, des oiseaux, des poissons rouges. Cette classe de marchands des rues est plus éclairée que celle des costermongers. Ce qu'il y a de plus intéressant dans cette nombreuse tribu des hawkers et des peddlars, ce sont les femmes.
Il y en a parmi elles qui ont vu des temps meilleurs. Leur histoire, que j'ai tenu à recueillir de la bouche de ces femmes elles-mêmes, ne diffère généralement que par des nuances. L'une d'elles, âgée de 25 à 26 ans, parcourait les faubourgs de Londres et la campagne avec une corbeille au bras qui contenait des rubans, des lacets, des broderies, des enveloppes de lettres et des allumettes. Elle frappa d'une main tremblante à la porte d'une maison où je me trouvais et offrit sa marchandise avec une légère rougeur au front. Sa figure était agréable, sa mise propre et décente. Je lui demandai quel revers de fortune l'avait réduite à cet état. « Je suis, reprit-elle avec un air de modestie, la femme d'un marin. En s'embarquant, il m'avait abandonné la moitié de sa paye, 15 shillings par mois. Je reconnus bien vite qu'il était impossible de m'entretenir avec cette somme, moi et mes 3 enfants, dont le dernier n'a que 16 mois. Il fallait d'ailleurs payer le loyer, le feu et la chandelle. Je m'employais quelque temps à des travaux d'aiguille, mais je ne gagnais point assez d'argent pour donner du pain à mes chers petits. Voici seulement 3 semaines que j'ai pris la résolution d'aller de porte en porte avec la mince pacotille que vous voyez. Les profits ne sont pas grands, mais je n'en remercie pas moins Dieu de l'idée qu'il m'a suggérée pour l'amour de mes enfants. » Un éclair de reconnaissance brilla dans ses yeux quand la maîtresse de maison lui acheta quelques bagatelles. Une autre marchande du même genre, à laquelle j'adressais diverses questions, était une veuve habillée avec une certaine coquetterie et qui semblait au-dessus de la pauvreté. Son mari avait été tué 6 semaines auparavant par la chute d'une masse de fer, au moment où il déchargeait un vaisseau dans les docks de Londres. « Je restais, ajouta-t-elle, avec 3 livres sterling dans la maison. Il m'en coûtait, à mon âge, sa figure annonçait une 30aine d'années, de recourir à la charité de la paroisse, qui ne m'eût d'ailleurs donné qu'1 shilling par semaine, et 2 pains. Je descendis la Tamise jusqu'à Woolwich, où j'avais une sœur, chez laquelle je demeure maintenant. Comme elle était trop pauvre pour me soutenir, j'ai adopté ce petit commerce. Je ne fais point fortune, mais je vis. » Une 3e famille, enfin, se rattache au commerce des rues, celle des Patterers. Ces derniers cherchent à attirer l'attention soit par un discours pompeux, soit par un costume extravagant, soit même quelquefois par le bruit du tambour. Après tout, ce tambour est l'annonce à l'état embryonnaire. J'ai rencontré quelquefois dans les rues de Londres un homme qui faisait en plein vent un cours d'économie domestique. Il concluait en invitant les auditeurs, dans leur propre intérêt, à acheter des brûle-tout qu'il avait sur une table et qui s'adaptaient à des chandeliers. Dans une des rues de Wapping, un charlatan, médical botaniste, avait inventé, il y a 3 ans, un autre moyen de grossir sa clientèle. Il y avait alors un procès criminel qui faisait beaucoup de bruit et qui tenait en haleine la curiosité publique. C'était celui de Palmer, le célèbre empoisonneur. Le charlatan annonça qu'il lirait tous les soirs à haute voix dans le Times le compte-rendu des séances du tribunal. Durant la guerre de Crimée, un autre Patterer déployait une grande toile peinte qui représentait l'empereur de Russie sous la forme d'un ours. Ce groupe de marchands des rues offre quelque analogie avec la famille des showmen, dont il a été question à propos des industries excentriques de Londres. Ils jouent une petite comédie pour arrêter les passants. Seulement ici, la charge est le prétexte, la vente est le but. Ils forment, d'après leurs idées, l'aristocratie des street sellers. Rien n'égale leur mépris pour le commun des costers, qu'ils considèrent comme une classe ignorante, tandis qu'eux vivent de leur intelligence. Quelques-uns des Patterers ont reçu une éducation. On trouve parmi ces artistes de la vente d'anciens membres des universités, des chirurgiens, surgeons, des commis de bureau. L'un d'eux était le fils d'un capitaine qui fut nommé plus tard sous-directeur du Bute Docks. Ce jeune homme avait de bonnes études, mais n'ayant point d'état, il vint à Londres après la mort de son père pour chercher une place. Il comptait, pour se tirer d'affaire, sur ses connaissances classiques. Il fut bien vite désenchanté. Après avoir gagné quelque temps 2 guinées par semaine à copier des documents pour la Chambre des communes, il perdit un jour cette ressource éventuelle et tomba dans la foule des street patterers. Un autre avait traversé 38 situations sociales en 12 années. Il racontait son histoire au cercle d'auditeurs qui se pressaient autour de la tribune, une simple table, et se définissait lui-même, un roseau emporté par le courant de la vie. Si les patterers sont en général plus instruits que les costermongers et les peddlers, ils ont en revanche des mœurs beaucoup moins régulières. La plupart d'entre eux ont été entraînés vers leur état par un penchant pour la vie vagabonde. Le plus souvent, ils n'ont point de domicile et couchent la nuit dans les common lodging houses. Un langage obscène, des habitudes d'intempérance, un amour-propre incommensurable. Tels sont les principaux traits de leur caractère. Ces orateurs et ces acteurs du petit commerce des rues forment une confrérie dont les membres sont initiés à l'art et au mystère du patterisme.
Ils parlent entre eux un argot qui diffère de celui des marchands de poissons et de légumes. Un violent désir d'exciter l'admiration les pousse beaucoup trop souvent dans le tap room, moins encore pour l'amour de la boisson que pour la société qu'on y rencontre. Dans cette vie de désordre, ils perdent pour la plupart jusqu'au désir d'améliorer leur situation morale. Dans la foule des Patterers, je choisirais une figure originale, le marchand de livres, street bookseller, qu'on appelle aussi Cheap Jack, Jacques Bonmarché. Le samedi soir, dans les environs de Whitechapel, un homme à cheveux gris, debout sur une charrette plate, crie, à la lueur d'un bec de gaz dont la flamme tremble et oscille au gré du vent, des volumes de seconde main, comme disent les Anglais. Son système de vente est d'arrêter la foule par une harangue. J'ai rencontré le même bouquiniste nomade à Woolwich et dans d'autres villes aux environs de Londres. Il commence son discours en s'accusant, avec toutes sortes d'humilité, de ne point savoir lire. Mais comme il donne sur chaque auteur et sur chaque ouvrage des explications qui ne manquent point d'un certain tact, il est aisé de reconnaître que cette ignorance fictive est un prétexte oratoire pour mieux faire ressortir les avantages de la lecture. M'étant introduit dans ses bonnes grâces par quelque achat de livres, j'obtins de lui des renseignements sur le commerce et sur le genre de littérature qui convient le mieux à la classe ouvrière de la Grande-Bretagne. « J'étais, me dit-il, commis dans la boutique d'un libraire. Mais la dépendance et la captivité ne s'accordaient point avec mon caractère. J'aime l'air, la rue, la foule. J'aime à parler et à être écouté. Dès que j'eus amassé quelques shillings, j'achetai des volumes que je revendis pour mon propre compte. À dater de ce moment, j'avais essayé mes ailes, et la cage n'était plus assez forte pour me retenir. Je me mis à courir les foires et les marchés avec un bagage qui d'abord était fort mince, mais qui ne tarda point à grossir. Le grand art, dans mon genre de commerce, est de connaître le goût du public auquel on s'adresse. Il y a quelques années, je vendais beaucoup de sermons. Aujourd'hui, cette branche de littérature est en décadence. Ce qui vaut encore le mieux au point de vue du débit, ce sont les classiques anglais. Vous ne sauriez croire le nombre d'exemplaires de l'histoire d'Angleterre par Goldsmith que j'ai placé depuis 10 ans. Les vies de marins réussissent dans certains quartiers, comme Wapping, et les annales militaires dans certaines villes, comme à Woolwich. Les magazines sont très recherchés. Le peuple y trouve une source d'instruction que les gravures rendent plus attrayantes. Je lis, ou du moins, je feuillette la plupart des volumes qui passent par mes mains, car j'aime les livres, ce sont mes enfants. Les bons auteurs ont également mes sympathies. Quant aux mauvais, je ne m'en soucie guère. Ils nous font plus de tort que de bien, car nous sommes obligés de promener leurs livres d'un endroit à l'autre pendant des mois. Un jour, dans un cercle de mes auditeurs, je reconnus Southey, que j'avais vu venir dans la boutique de mon ancien patron. J'avais lu avec un plaisir extrême son Docteur. Vous connaissez ma méthode de vente, qui consiste à proclamer pour chaque volume un prix élevé que je réduis ensuite de shilling en shilling, ou de penny en penny, jusqu'au 6e de la valeur annoncée d'abord. L'expérience m'a démontré que cette méthode valait mieux que celle de l'enchère. Je lus dans les yeux de Southey qu'il avait envie d'un de mes livres, une vieille édition rare, et je me hâtais de descendre au-dessous même du prix que ce livre m'avait coûté, 1 shilling et 6 pence. Je lui aurais offert pour rien si je n'avais craint d'éprouver un refus. Quelle fut ma tristesse quand il me mit dans la main une couronne et s'éloigna au moment où j'allais lui rendre la monnaie de sa pièce. Je le rappelai, mais lui, secouant la tête. « Gardez, dit-il, le livre vaut cela pour moi. » Il y a 2 autres Cheap Jack, l'un plus ou moins sérieux, l'autre tout à fait bouffon. Le premier vend de tout, depuis une aiguille jusqu'à une encre de vaisseau, comme il le dit lui-même dans une fameuse harangue destinée à arrêter la foule des passants. Voici à peu près l'exordre de son discours habituel. « Vous voyez en moi le vrai, le seul Cheap Jack de Sheffield. Je ne suis point venu ici pour gagner de l'argent. Fi donc! Je suis venu ici dans l'intérêt seul du public. Je veux que vous sachiez combien vous avez été exploité jusqu'à ce jour par une bande de pompeux boutiquiers, lesquels gagnent plus de 100% sur la marchandise. Voici une pétition, que n'ai-je le temps de vous la lire, dans laquelle on m'offre une grosse somme d'argent si je consens à m'en aller d'ici. Mais non! Je suis trop votre ami pour ne point vous éclairer sur les pratiques scandaleuses du négoce. » Le second Cheap Jack y met beaucoup moins de façon. « Méfiez-vous, dit-il, de mes paroles. Je suis le plus grand imposteur qui existe au monde. À chaque mensonge que j'oubliais de faire quand j'étais petit, ma mère me donnait un soufflet, mon père un coup de pied. Vous allez pourtant juger par vous-même que nul ne peut vendre à meilleur marché que moi. J'achète toutes les marchandises à crédit et j'entends bien de les payer jamais. » La plupart des Cheap Jacks sont des Irlandais, quoiqu'il y ait beaucoup d'Anglais parmi eux. Ils vivent dans des chariots couverts durant l'été et dans une boutique quelconque ou un hangar durant l'hiver.
En somme, les marchands des rues forment, depuis des siècles, une classe abandonnée, négligée, proscrite, à laquelle manque surtout le sentiment de l'idéal et de la beauté. 2 moralistes, c'est bien peu, ont pourtant cherché à relever cette famille déchue. Il y a près de 10 ans, M. Henry Mayhew eut l'idée de provoquer un meeting et de fonder une Friendly Association des costermongers de Londres. Il se proposait par là d'adoucir les maux qui s'attachent à la vie des rues. Note. Ses moyens étaient ceux-ci. Instituer une caisse d'épargne recevant des dépôts de 2 sous, Penny Savings Bank, délivrer les costermongers des liens de l'usure en formant une banque de prêts qui avancerait, moyennant un intérêt légitime, aux marchands ambulants l'argent nécessaire pour acheter leur petite voiture et pour faire leur marché, introduire parmi les membres de l'association l'égalité des poids et des mesures, substituer des amusements rationnels aux pernicieux divertissements qui abrutissent les street sellers. Fin de la note. Le meeting eut lieu le 12 juin 1850 et présenta, malgré quelques confusions, une scène vraiment intéressante. Quant à l'association, elle attend encore des capitaux. Les bonnes intentions de M. Mayhew sont donc sous ce rapport demeurées stériles. Un autre ami des petits marchands, le révérend W. Rogers, a fondé dans sa paroisse une école pour les enfants des street hawkers. Sur 80 élèves qui assistent aux classes, 50 ont mérité la récompense d'argent que le gouvernement anglais accorde à l'assiduité des écoliers pauvres. Le même clergyman a ouvert une salle à des meetings religieux qui ont été suivis par 50 femmes et 80 hommes. On a libre de trouver que c'est là une bien faible digue élevée contre les débordements de l'ignorance et de la démoralisation qui étouffent chez cette classe infortunée jusqu'au germe du progrès social. Des efforts si honorables ne sauraient pourtant être envisagés sans une vive sympathie. Ce qui se fait déjà dans un district de Londres peut se faire ailleurs, et il est permis d'espérer qu'un rayon régénérateur luira enfin sur la tête de cette famille sombre et dispersée. Je compte plus, il faut l'avouer, sur cette action des moralistes que sur les mesures répressives des magistrats de la cité pour redonner la sève à un rameau flétri et pour la recouvrir enfin des fruits tardifs de la civilisation. Fin de cette partie du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance. Je vous invite donc, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description, et à lui donner le nombre d'étoiles que vous estimez qu'il vaut.